Bien, mes chers amis, pardon de ces quelques minutes de retard. D'habitude, j'assume la responsabilité de vous présenter l'orateur. Aujourd'hui, ça ne sera pas la peine, parce que vous connaissez tous très bien Alain Lambert, et je n'aurai donc pas besoin de vous rappeler ses responsabilités politiques successives à la mairie d'Alençon, au Sénat, à la présidence du Conseil général de l'Orne, puis au gouvernement de 2002 à 2004 comme ministre du Budget, où il assume la lutte contre le déficit. Et je n'aurai pas besoin de vous rappeler encore moins le rôle qu'il a joué dans notre équipe, j'allais dire dans notre amitié, dans la solidarité que nous avons vécue ensemble toutes ces dernières années. Il a joué dans la préparation des campagnes présidentielles un rôle très important, parce qu'il a été auprès de moi celui qui, au fond, a pensé la stratégie de lutte contre le déficit et la dette. Et j'ai, pour ma part en tout cas, trouvé dans sa réflexion les ressources principales de notre projet sur ce sujet. Donc c'est quelqu'un dont le parcours politique est évidemment pour nous extrêmement précieux. Donc Jean-Pierre Rioux va vous en dire un mot, vous allez l'écouter. Je n'ai pas besoin de rappeler, il le sait, que la foule qu'il a devant lui, ça n'est que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus volumineux, puisque c'est par Internet principalement que ces conférences qui deviennent presque hebdomadaires sont diffusées. Je veux simplement vous dire un mot de ce qu'on ne voit pas dans la personnalité de Alain Lambert. Ce n'est pas seulement un responsable politique. C'est quelqu'un qui a la générosité animer des groupes, et la générosité plus importante encore de penser des solutions réelles et pas seulement des mots pour les communautés dont il a la charge. Il a, alors je ne sais pas si c'est son enracinement notarial, mais il a, puisque vous savez, il a été le président et le principal animateur des notaires de France, il a une manière de penser qui est à la fois très originale, très pratique et très sensible. Et pour moi, c'est une chose infiniment précieuse. Il a au fond ses antennes pour essayer de faire que la politique ne reste pas dans les mots, dans les phrases, dans les périodes, mais qu'elle entre dans la réalité. Et comme j'aime beaucoup ça, c'est une manière pour moi de lui exprimer ma gratitude. Alors le travail qu'il a fait, dont il va vous dire, enfin vous rendre compte, c'est un travail, et Dieu sait qu'on y est attaché dans cette maison, contre la prolifération perpétuelle de tout ce qui est les contraintes administratives, les contrôles et les normes dont notre pauvre pays souffre perpétuellement. Comme si, alors il y a eu des ouvrages célèbres écrits sur ce sujet, comme si le travail principal des administrations est un travail au fond de perpétuelle multiplication des règlements et des normes. Alors il a fait une œuvre très profonde du point de vue de l'analyse et de la réflexion, mais il a fait quelque chose qu'on ne fait jamais, il y a mis de l'humour, de la drôlerie, même quelquefois du rire aux éclats. Et dans un rapport administratif, c'est rare.
Et donc, c'est une autre raison de lui dire notre gratitude. Jean-Pierre Rioux va dire un mot et après, c'est Alain Lambert qui va s'exprimer. Non, c'est un simple mot de remerciement. Nous sommes très honorés, Monsieur le Ministre, que vous ayez bien voulu participer à ces rendez-vous de la démocratie. Je saisis l'occasion pour vous dire que c'est l'avant-dernière séance. Nous aurons la dernière séance le 18 juin avec une jeune et brillantissime philosophe, Corinne Pelluchon, qui s'intéresse depuis très longtemps à la question de, au fond, l'éthique de la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire en démocratie, à la fois l'enregistrement des questions bioéthiques qui nous transpercent tous aujourd'hui, et comment on peut essayer d'élaborer à partir de cela une sorte de philosophie du sujet souffrant, du sujet vulnérable, du sujet à hausser à sa hauteur d'homme ou de femme en termes plus démocratiques qu'aujourd'hui. Et donc ce sera, je crois, une séance importante sur des sujets que nous avons trop rarement abordés depuis quelques années. L'inflation normative, je la subis comme vous tous, n'est-ce pas? Et donc je n'ai pas la moindre idée pour l'instant sur ce que peut être la lutte contre l'inflation normative, mais Monsieur le Ministre, vous allez nous éclairer. Merci. Puisque Jean-Pierre vient de vous donner une partie du programme, je veux vous dire ou vous rappeler, parce que vous avez déjà reçu une première annonce, que le samedi 22 juin, nous aurons une réflexion à la suite du Conseil national qui a lieu le matin, l'après-midi, le Parti démocrate européen, que je co-préside avec Francesco Rutelli et que nous avons créé avec Romano Prodi, organise le premier forum du renouveau européen. Comme vous voyez, c'est le coup d'envoi de notre réflexion en vue de la campagne des européennes du printemps prochain. Et nous accueillerons deux invités. L'un sera Michel Barnier, commissaire européen, et l'autre sera Guy Verhofstadt, le président de notre groupe au Parlement européen. Deux en tout cas. Peut-être y en aura-t-il un troisième, mais on est en négociation. Donc je donne la parole à Alain Lambert en le remerciant de sa présence. L'idée, c'est qu'on est en tout état de cause fini à 8h30, c'est-à-dire nous avons... tu vas parler combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes, et puis après une discussion. Les 30 minutes, je te donne, et après 30 minutes ou 40 minutes de discussion. Tu as la parole sous nos applaudissements. Chers amis, je voudrais remercier François et Jean-Pierre, remercier François des propos fraternels qu'il a eu à mon endroit tout à l'heure. Je veux vous dire que j'ai eu de la fierté de pouvoir travailler avec les collègues qui sont ici présents à ses côtés lors de la présidentielle. Je pense que le travail que nous avons mené chacun dans nos domaines de compétences était un travail loyal, honnête à l'endroit des Français, et que la démocratie, pour pouvoir produire tous ses fruits, aura toujours de plus en plus besoin de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Et quels que soient les résultats qui ne sont jamais à la hauteur probablement de nos espérances, il ne faut jamais regretter d'avoir choisi la loyauté et la sincérité, parce que vient le moment où, de toute façon, le fait d'avoir trompé les citoyens sur la réalité de la société dans laquelle ils vivent se retourne contre ceux qui les ont trompés. Donc tout n'est pas dit. Et tout n'est pas dit, et François, sache que je reste à tes côtés autant que tu le jugeras opportun. Alors, ça me fait plaisir d'avoir été invité, Jean-Pierre et François, sur un sujet qui n'est pas celui des finances publiques. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand vous parlez des finances publiques, du déficit, de la dette, on se dit, ce monsieur doit être atteint d'un traumatisme, il n'a que le sujet des déficits et de la dette dans la bouche. Et là, vous me donnez l'occasion de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire le droit. En effet, je suis né pour le droit un peu dans le beau métier de notaire, et le sujet qui nous réunit ce soir touche au droit de la manière dont François l'a présenté, c'est-à-dire au plus concret de la vie de nos compatriotes.
Vous savez, le droit, ce n'est pas un objet de contemplation comme beaucoup des administrations centrales nous habituent maintenant à le croire. Non, le droit, ce sont des outils très simples qui visent à nous faire vivre ensemble de manière harmonieuse, mais de manière concrète aussi. Et donc, c'est ce dont je vais essayer de vous parler. Alors, c'est un sujet à controverse, les normes. C'est un sujet à controverse. C'est pourquoi, pour l'aborder sereinement, je crois prudent de poser, si vous le permettez, quelques axiomes ou quelques affirmations qui me semblent ne pas souffrir de contradiction, sauf si vous manifestez votre mauvaise humeur. La première affirmation serait que l'État et la société ne doivent pas être confondus. Si l'État est en quelque sorte l'incarnation de la société, il n'en reste pas moins qu'il a une relation avec les citoyens de dominant à dominer, de gouvernant à gouverner. C'est souhaitable d'ailleurs, mais c'est toujours ainsi. Et il doit accepter que les gouvernés, régulièrement, le soumettent à l'évaluation. Et dans le domaine de la norme, comme dans le domaine de la finance, comme dans tous les domaines de l'action publique. Première affirmation qui ne me paraît pas souffrir de difficultés. Deuxième affirmation, les administrations centrales n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Peut-être peuvent-elles le croire. Il y a d'autres administrations, les administrations sociales, les administrations locales, des personnes physiques et morales, publiques, privées, qui poursuivent des buts d'intérêt généraux et qui sont aussi contributeurs de l'intérêt général. Donc il ne faut pas que les administrations centrales se placent devant les citoyens comme étant en quelque sorte seules détentrices de la magie de l'intérêt général. Encore une fois, affirmation qui peut se discuter, mais je ne le crois pas. La troisième et dernière, c'est que les administrations ont la responsabilité de produire des normes qui doivent favoriser le fonctionnement optimal de la société. Or, la vérité oblige à dire qu'une production massive de textes n'atteint pas cet objectif de fonctionnement optimal de notre société. Alors, il est vrai que ce n'est pas commode de trouver la bonne solution, car il y a deux pentes qui peuvent nous faire dévaler. La première, c'est le laisser-faire, ce que certains d'ailleurs appellent le libéralisme débridé. Et on voit bien que d'ailleurs il ne fonctionne pas puisqu'il aboutit à l'insécurité générale et il n'est pas soutenable. Et puis il y a le trop faire, c'est-à-dire celui qui le droit qui veut régler par le menu détail la vie des sociétés humaines, ce qui est proprement impossible et qui aboutit à un blocage. Et c'est peut-être une situation dans laquelle nous sommes, nous le verrons si vous le voulez bien dans les discussions que nous aurons à avoir. Donc, ces affirmations étant prononcées en espérant qu'elles ne gênent pas votre conscience, je voudrais vous dire que ma conviction est que le droit français est tombé dans une forme de juridisme et qu'il y a urgence à répondre à ce que François disait il y a un instant, c'est-à-dire saisir le droit en acte, c'est-à-dire tant qu'il n'est plus qu'un objet de contradiction, de controverse, d'empêchement, il faut impérativement qu'il revienne à la réalité. Et il faut le ramener à la réalité. C'est pourquoi je vous propose, si vous le voulez bien, un parcours de visite de ce sujet, du droit sous le prisme des normes, en vous décrivant d'abord que je pense que cette crise du droit que nous traversons est en train de menacer la démocratie. Alors c'est une inquiétude qui va vous paraître trop forte, je vais m'en expliquer. Le deuxième temps de mon propos sera pourquoi et comment, me semble-t-il, on en est arrivé là. Le troisième temps, c'est faut-il perdre espoir ? Vous verrez que la réponse est non. Et enfin, quelques propositions dont nous pourrions débattre si vous en êtes d'accord. Première partie, oui, le droit me semble être une menace pour notre démocratie. L'inflation normative est une charge réelle qui nous étouffe. Montaigne nous disait « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde tout entier et plus qu'il n'en faudrait à régler tous les mondes. » Eh bien, figurez-vous que ce qu'il a dit est toujours vrai et que de nombreux rapports ont dénoncé cette situation, de nombreuses études et tout est resté lettre morte. Or, l'asphyxie nous guette. La quantité et la mauvaise qualité des textes qui sont produits ont un coût. Et ce coût est évalué. Alors, l'évaluation peut être contestable. Elle vient de deux organismes qui ont quand même un peu pignon sur rue. C'est la Commission européenne d'un côté et l'OCDE de l'autre. Les deux sont sur une évaluation de l'ordre de 3% du PIB. C'est-à-dire que le juridisme, l'excès normatif,
aurait un coût d'ordre de grandeur de 3% du PIB. S'agissant de l'OCDE, ils ont fait une évaluation qui était un peu différente. Et là, pour la France, ils ont évalué à 60 milliards. Alors, bon, il y a des économistes ici qui savent que les évaluations comme ça peuvent être contestables. Mais enfin, quand on arrive à des chiffres aussi importants, on voit bien que la norme a une influence économique qui est... Et 60 milliards, c'est 3% du PIB. Ça tombe pile. Alors, le PIB change chaque année, ce qui veut dire que... Pas trop, voilà, c'est ça. Maintenant, plus. En tout cas, celui qu'on avait prévu, nous, François, était honnête. Oui, c'est... Deuxième aspect, donc, à mon avis, asphyxie. Deuxième aspect, est-ce que le droit est sève ou poison pour notre démocratie ? Il est confortable d'aborder cette question entre juristes, parce qu'alors là, c'est un débat d'experts, et on reste sur les grands principes, et on ne finit jamais le débat. En revanche, lorsqu'on examine ce sujet comme citoyen, on s'aperçoit que le problème est plus délicat. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a derrière des enjeux qui sont démocratiques, des enjeux qui sont économiques, et que ce n'est pas qu'un sujet de droit. La norme est d'abord un sujet de société. Elle vise la manière de concevoir notre organisation de la société, la manière d'écrire le droit qui régit la société, la manière de la mettre en œuvre. Ça révèle la structure d'organisation de la société et la conscience qu'ont les gouvernants de la société qu'ils ont à gouverner. Et ça révèle, je vous le dis comme je le pense, en tout cas quand je regarde notre droit, un pessimisme extraordinairement inquiétant. Puisque, au fond, on fait écrire aux juristes tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne va pas aller et ce qui est sûr de ne pas aller. Et si ça va bien quand même, on va faire en sorte que ça aille mal parce que nous, juristes, on va régler le problème. Bien. La question de la norme est également un sujet politique. Parce que celui qui tient la plume tient le pouvoir. Et le débat pour tenir la plume est très important. Et la bataille pour tenir la plume est très importante. Il y a des législateurs ou d'anciens législateurs, pour d'autres, dans cette maison. Et normalement, c'est le législateur qui tient la plume. Aujourd'hui, la qualité de ce qu'il produit, sans être désagréable, est encore perfectible. En tout cas, je vais vous dire, comme juriste, elle est problématique. Alors, la plume est tenue par les administrations, lesquelles produisent, alors là, du coup, des textes qui sont, je vous assure, pas toujours commodes. Je parle à des élus locaux. Regardez la RT 2012, 1377 pages. Franchement, savoir l'expliquer à ses concitoyens, faut être au moins agrégé de maths. Et puis, il y a ceux qui jugent, qui sont les magistrats. Le rapport de force entre ces faiseurs de normes, législateurs, administration, magistrature, ce rapport de force démontre que le législateur a un peu perdu de sa majesté, si j'ose dire, parce que ce qu'il produit, sans être désagréable, est plutôt incantatoire que normatif. Et derrière, les administrations écrivent ce qu'elles croient devoir écrire au bénéfice de la société. C'est un sujet sociétal, vous ai-je dit, c'est un sujet politique, c'est un sujet aussi économique majeur. Parce que François a beaucoup développé le sujet économique pendant sa campagne, mais l'instabilité des normes, puisqu'il m'a fait l'honneur de venir à Alençon, dans une entreprise notamment, qui est plutôt bonne et qui produit, souviens-toi, des bus, ils lui ont expliqué les difficultés qui étaient les leurs devant l'instabilité permanente des règles de production. Donc ça pèse sur l'activité privée, ça pèse sur les finances publiques, ça a des coûts induits qui ne sont jamais sincèrement chiffrés d'ailleurs, et la norme, qui peut être source de croissance, en revanche, quand elle est intelligente, elle est source de ralentissement de la croissance lorsqu'elle est sotte. Et hélas, il y a beaucoup plus de normes sottes que de normes intelligentes actuellement. Donc si je résume ce que je viens de vous dire pour cette première partie, le sujet n'est pas seulement juridique, il est sociétal, il est politique, il est économique, avant d'être un sujet de droit. Si nous ne maîtrisons pas cette intempérance, le mot est très distingué, il vient du Conseil d'État. Cette intempérance normative, il implique donc de considérer le sujet
comme étant un sujet vraiment important au plan politique. Et il faut le traiter, c'est la condition nécessaire au rétablissement de la compétitivité du pays, au rétablissement de nos finances publiques, mais aussi, à mon avis, au rétablissement de la confiance que peuvent avoir les Français à l'endroit de leur organisation. La deuxième partie, c'est comment en est-on arrivé là? Parce qu'il est vrai que si vous voyez ce que nos grands théoriciens de la matière ont écrit, Montesquieu disait « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Tout est dit, si on savait encore écrire le droit de cette manière. Aujourd'hui, tout se passe comme si les auteurs de la norme ignoraient tout des grands principes de notre droit. Je peux vous assurer, pour les fréquenter en permanence, qu'ils ignorent la hiérarchie des normes juridiques. La dérive consiste, par exemple, à vouloir insérer dans la loi tous les menus détails de la vie des Français. Ce qui revient à surcharger dans la loi, ce qui revient d'ailleurs à ignorer la Constitution, j'y reviendrai, mais ce qui revient à surcharger dans la loi de manière absolument excessive toutes les dispositions qui normalement relèvent du règlement. Choisir systématiquement le niveau de la loi, il paraît que c'est pour donner de la solennité. Mais choisir systématiquement le niveau de la loi pour inclure, insérer de la norme, je vous laisse imaginer la rigidité que cela entraîne, parce que pour modifier une loi, ce n'est pas à vous que j'expliquerai, il faut 1 an aujourd'hui. Alors que si vous avez un simple arrêté, voire une annexe à un arrêté, vous pouvez la modifier en 15 jours. Vous voyez donc que si nous voulons que notre droit revienne compétitif un jour, il va peut-être falloir changer un petit peu de méthode. Je voudrais oser une caricature pour vous montrer comment on peut, quand on est sot ou quand on gouverne sottement, paralyser un pays. Imaginez, puisqu'on est en train de charger dans la loi tout ce qui relève aujourd'hui du règlement, quand ce n'est d'ailleurs pas de la circulaire, pourquoi pas tout mettre dans la Constitution? Comme ça, au moins, ça serait fini. Nous pourrions avoir un droit qui serait solide et définitif. Donc il faut en finir. Pour bien faire la norme, qui est un enjeu démocratique autant que technique, je crois qu'il faut utiliser les outils de droit et respecter les règles qui sont fixées par notre droit. La Constitution, figurez-vous, a tout prévu. 34 et 37 de la Constitution disent clairement ce qui relève de la loi, clairement ce qui relève du règlement, violé tous les jours par ceux qui produisent de la norme. Respecter le droit de la norme, que je vous le disais il y a un instant, c'est permettre l'adaptation permanente du droit. Si dans une réglementation technique, par exemple, espérons tout de même que la technologie et la science progressent tous les jours, si vous choisissez de mettre une prescription technique dans une annexe, ça veut dire que votre texte initial demeure, puisque ce texte ne propose que des objectifs d'intérêt général que tout le monde partage, et les modalités techniques pour atteindre cet objectif d'intérêt général peuvent évoluer. On modifie l'annexe pour la mettre à jour en fonction des progrès de la science et des techniques. Tout le monde sait faire ça chez les juristes. Mais pensez-vous, on dirait qu'ils sont payés à la production de signes qu'ils imposent à travers leur production normative. Donc, nous ne respectons ni la Constitution, ni son esprit, et nous pénalisons notre pays. Derrière tout ça, je ne voudrais pas éviter un sujet qui nous concerne tous. Ne sommes-nous pas victimes d'une addiction à la sécurité? L'ambition de couvrir par le droit l'infinie diversité des activités humaines, je cite encore Montaigne, témoigne d'un symptôme français qui est probablement la peur non avouée de l'avenir. Une peur si forte qu'elle conduit à prétendre prémunir contre toute doléance, contre toute velléité de demander des comptes, contre tout risque, protéger jusqu'à l'infini notre pauvre société qui n'en demande pas tant. Prévenir, tenter de tout prévoir, régir par avance dans les moindres détails, telles sont les conséquences impressionnantes du principe de précaution qui a été intégré dans le préambule de notre Constitution. Au point d'ailleurs qu'au nom du principe de Constitution, du principe de précaution, on rend applicables des normes antisismiques sur des territoires qui n'ont jamais connu de problèmes de cette nature. La Terre n'y a jamais tremblé, aucun expert n'a pensé qu'elle puisse trembler un jour, mais que voulez-vous ? Au nom du principe de précaution, on applique ce genre de choses, ce qui a pour effet de renchérir de 20% le coût de la construction. Face au principe de précaution, il est urgent
et ça, Jean-Claude Boulard y tenait beaucoup, et je l'ai complètement accompagné dans cette idée, d'affirmer qu'on a le droit de vouloir réhabiliter le droit au risque en France. Ça nous paraît une condition du progrès scientifique et technique, des innovations qui impliquent probablement parfois quand même des transgressions et des explorations hors normes, et la créativité est par essence un peu hors norme. Donc elle n'est pas incompatible à nos yeux avec la sagesse et le discernement. C'est pourquoi il faut réhabiliter le droit au risque en France. J'en viens à la troisième partie, rassurez-vous, donc il n'y en a que 4. Donc, et si la partie espoir, pour ne pas vous décourager. Et si la crise du droit, qui est une vraie crise à mes yeux, était l'occasion de réinventer le droit? Alors vous allez vous dire, à son âge, vraiment, il n'est pas raisonnable d'avoir des idées pareilles parce que ça ne marchera jamais. Eh bien, on ne sait jamais. Moi, je pense que de toute façon, on est dans un état de paralysie tel qu'il est possible, probablement, de se dire qu'on peut réinventer le droit. Le constat est unanime. Trop de lois tue la loi, trop de règles tue la règle. Donc, pour revenir à une conception du droit qui constituerait un ensemble cohérent, intelligible, servi par une langue claire, dense, précise, mais il faut revenir aux textes fondamentaux que les Français ont eux-mêmes produits. C'était pas, il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, ça a servi de modèle dans le monde, figurez-vous. Et voilà que depuis, on s'est mis à bavarder. Mais c'est pas complètement imaginable que ce soit fatal et que nous bavardions jusqu'à la nuit des temps. Non, je pense qu'on peut susciter une révolution salutaire en la matière et revenir, et c'est pour ça que nous avions appelé ça un choc de compétitivité juridique. Alors le président de la République ayant utilisé le mot quelques jours après, nous avons été soupçonnés de plagiat, nous avons revendiqué néanmoins de l'avoir utilisé avant. Donc ces enjeux de lutte contre cette intempérance sont cruciaux, vous savez, pour la nation. Et nous savons qu'il y aura des résistances. Je veux les traiter en quelques mots pour vous montrer que ça ne nous a pas empêché de l'aborder avec espoir cependant. Oui, l'abrogation des normes fait des mécontents partout. Les gens sont très mécontents parce qu'il y a des normes. Mais alors je vais vous dire, les groupes de pression qui sont à l'origine des normes, ils veillent, mais comme à la prunelle de leurs yeux. Donc pour le corps politique, c'est incroyablement dangereux de dire on va alléger les normes. Mais les parlementaires, j'ai connu le métier, j'ai été aussi tenté, naturellement, de déposer des amendements. Les parlementaires rêvent, les ministres rêvent d'avoir une loi qui porte leur nom. Donc il va bien falloir aussi discipliner tout ça. Je crois que l'exécutif doit aussi s'habituer à l'idée, et personne ne lui reprochait vraiment, de ne pas vouloir tout prévoir, qu'il laisse aussi de temps en temps la société s'organiser. Quelle victoire, Monsieur le Président, quelle victoire, si nous parvenions dans notre pays à vaincre les résistances corporatistes. Je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et croyez-moi, la France a tout à gagner à remettre de... les notaires, par exemple. Non, pardon, excusez-moi. Non, j'avais compris que le temps des questions était après. Mais la question peut être posée. Parce que naturellement, la réponse a été préparée. Alors, la France a tout à gagner à remettre de l'ordre dans son propre droit. Elle redresserait l'image dégradée qui est la sienne dans le monde pour sa compétitivité. Elle redressait son image auprès des entreprises françaises, mais aussi des entreprises qui sont candidates à l'implantation en France, parce que quoi qu'on dise, la France reste un pays quand même qui peut être attractif. Et ça redonnerait de la crédibilité également aux parlementaires européens pour que le droit européen, le droit communautaire lui-même ne tombe pas dans les défauts que je suis en train de développer. Je n'en ai pas parlé à ce stade parce que je pense que vos questions couvriront ce sujet. Et enfin, de remettre un peu d'ordre dans notre démocratie en prouvant aux citoyens que ces représentants font le droit pour l'intérêt général et ils ne le font pas pour la somme des intérêts particuliers qui est représentée par tous les groupes de pression qui défilent dans les rues toute la journée. Donc ce changement de paradigme
pour l'élaboration de normes à venir et de révolutionner notre culture administrative et politique serait une source infinie de réenchantement, je crois, des Français à l'endroit du fonctionnement de leur pays. Et je pense que dans la crise que le monde occidental traverse, nous n'avons que peu de moyens immédiats pour inverser les tendances lourdes. Il ne tient qu'à notre volonté de changer notre paradigme juridique, en revanche. Certes, le droit européen ou communautaire est une contrainte qu'il faut intégrer. Et je pourrais expliquer à travers vos questions qu'il ne faut pas l'intégrer comme nous le faisons parce que nous surtransposons, ce qui veut dire que nous donnons une mauvaise réputation au droit communautaire. Mais il ne tient qu'à nous de changer notre corpus juridique. Il y a des tas d'outils pour le faire et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet. Entre le droit dur, c'est-à-dire le droit obligatoire, qu'il s'impose à tout le monde, et le droit qu'on appelle le droit mou aujourd'hui, c'est-à-dire le droit volontaire, il y a place à un droit que nous qualifions d'intelligent. C'est-à-dire que les objectifs sont fixés dans le droit dur, dans le droit obligatoire, et les modalités, les prescriptions techniques sont fixées dans le droit souple, c'est-à-dire dans le droit qu'on appelle volontaire. C'est tout le registre de ce qu'on appelle la normalisation de type AFNOR, ISO, etc., etc. Et vous vous apercevez, moi je le vois puisque je préside la commission qui s'applique aux collectivités locales, lorsque vous regardez la manière dont ces normes, qui sont toutes des normes volontaires, ont été écrites, elles sont écrites dans un vocabulaire et dans un système normatif qui est un système de qualité et non pas un système de coercition. Comment vous dire pour dire les choses simplement une règle de qualité peut avoir une échelle de 1 à 10. Une règle de droit, soit vous la transgressez, soit vous la respectez. Ce n'est pas du tout la même méthode. Donc on voit bien que pour faire progresser notre droit, il faut absolument introduire d'autres mécanismes de droit que je qualifie d'intelligents. Voilà donc pour le droit intelligent, et j'en arrive à la dernière partie qui est... j'avais dit que je ne parlais pas de droit communautaire, mais pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Europe, et dans cette maison il y en a de très nombreux, il y a dans le droit communautaire ce qu'on a appelé la nouvelle approche. La nouvelle approche a consisté à renoncer à l'idée qui consistait à essayer d'harmoniser les droits nationaux dans les compétences communautaires, parce que c'était une œuvre qui était inatteignable. Et alors, justement, on a choisi une nouvelle approche qui a consisté à s'inspirer des droits nationaux comme étant des éléments de référence, donc des guides pratiques, des guides de bonne pratique, etc. Et on a adopté une nouvelle approche. C'est tout à fait possible en droit français. Pour l'instant, lorsque vous êtes une administration dans sa majesté, vous dites, vous prescrivez, vous prenez un arrêté, puis vous dites, après tout, si je mets décret, ça fait encore mieux. Non, vous prenez un décret, et voilà, vous avez décidé du devenir du monde. Je termine, quelques propositions. Des propositions très rapides, très simples, surtout pour ouvrir le débat si notre président nous y autorise. Alors, réformer notre droit, c'est en fait le moderniser, c'est tout simplement le mettre à jour. Il y a néanmoins des gros sujets à traiter. Je prends un sujet qui est celui de la proportionnalité. Le droit, la proportionnalité, le principe de proportionnalité existe en droit du travail, en droit pénal, en droit communautaire bien sûr, sauf en droit administratif. Les administrations françaises ont décidé que la proportionnalité ne pourrait pas s'appliquer parce qu'elles veulent le pouvoir de Paris décider de la manière dont les choses vont se faire dans le Béarn et dans l'Orne, etc. Bon, très bien, mais peut y avoir éventuellement des situations un petit peu différentes. D'ailleurs, je crois me souvenir que dans le Code civil, il y a eu quelques problèmes au départ parce que le droit d'aînesse dans le Béarn était quand même réputé de ne pas devoir être changé immédiatement, si mes souvenirs sont bons, mais ça fait partie de l'histoire. Deuxième sujet, le principe de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique existe dans le droit communautaire. Il existe dans quasiment toutes les constitutions du monde. Le Conseil constitutionnel dit c'est un principe tacite et personne ne veut l'écrire. C'est quand même extraordinaire. Et pourquoi nous voulons ne pas l'écrire? C'est parce que ça gêne nos administrations. Je crois vraiment que
Je ne fais pas de l'anti-administratif primaire. Je pense qu'il faut savoir dans un pays par qui on veut être gouverné. Soit on veut être en démocratie, être gouverné par des gens qu'on peut changer, soit on admet on souscrit à une autre façon d'organiser la société, et c'est de s'en remettre à ceux qui, par leur qualité, leur capacité à l'emporter dans un concours à l'âge de 25 ans, peuvent, jusqu'à la fin de leur carrière, décider du devenir de leurs concitoyens. Troisième aspect, il faut avoir le courage de dépénaliser le domaine des normes. Le code pénal français n'est pas du tout défectueux. Il a toutes les dispositions. Pourquoi avoir dans chaque texte qui touche, alors, les marchés publics, c'est le pompon, mais il y a une histoire qui peut l'expliquer, l'environnement, vous avez du pénal partout. Ce qui fait que tout gestionnaire, qu'il soit élu ou administratif, dit « Oh là là, le risque administratif, je veux bien le prendre, mais le risque pénal, je ne le prends pas. Je prends une mauvaise décision, je le sais, mais je la prends parce que je ne peux pas prendre de risque pénal. Donc il faut oser dire qu'on veut dépénaliser le domaine des normes. » J'en viens aux mentalités. Et parlant des mentalités, je voudrais en quelque sorte interpeller mes deux voisins, dont chacun sait qu'ils sont des enseignants. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la coercition est la seule méthode pour faire évoluer de manière vertueuse les comportements. Et je me pose la question, par exemple, s'agissant de l'enseignement, si, par exemple, pour arriver à ce que l'élève progresse, la sanction, l'autorité autoritariste, la menace, etc., sont les seuls instruments de motivation. Ou si de temps en temps, on ne peut pas arriver à en utiliser d'autres pour conduire celui qu'on veut faire progresser sur un chemin, sinon de vertu, en tout cas de progrès. Il en est de même, croyez-moi, pour les actions d'intérêt général. Ça n'est pas en prescrivant des normes assorties des sanctions les plus insensées que les comportements des citoyens vont changer. Je vous le dis parce que je connais la pratique des Français. J'ai écrit leur dernière volonté déjà depuis 35 ans. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont qu'une idée. Lorsque la norme vient les narguer et quasiment quelque part les interroger, c'est de la contourner. C'est pourquoi je pense que nous devons avoir des normes impératives et nous devons avoir d'autres qui sont des normes de référence et de qualité. J'en viens à la conclusion avec un titre qui m'a amusé. Je ne sais pas s'il fallait mettre un S à vacances ou pas. Et si on mettait notre droit en vacances? Alors, mettre notre droit en vacances dans mon esprit, c'est quoi? C'est d'abord, il faut absolument que le droit crée de la sécurité, de l'harmonie, de l'intelligibilité, de l'efficacité. Mais est-ce qu'on ne peut quand même pas affirmer que les administrations centrales, comme je l'ai dit au début, n'ont pas le monopole de l'intérêt général? Que c'est aussi cet intérêt général le fruit quotidien du travail des Français. Que le renouveau, que le sursaut, que le réenchantement des Français passe aussi par l'adaptation de notre pays. Et que le droit administratif français, qui est pratiqué professionnellement, écoutez bien le chiffre, qui est le droit administratif français, est pratiqué professionnellement par un actif français sur 4. Il est subi par tous les autres. Ce droit doit être assoupli. La règle bureaucratique doit répondre aux attentes des Français. Il faut lever les dysfonctionnements au lieu de créer des dysfonctionnements, ce que beaucoup de règles aujourd'hui créent. Il faut changer le climat de routine, de rigidité, de contrainte, d'irresponsabilité qui se diffuse à tous les étages. La brisure du carcan, qui est un legs paralysant du passé, constituerait, je vous le dis comme je le crois, un signal très fort de changement attendu par les Français. Les fonctionnaires qui sont actuellement tiraillés entre de multiples contradictions pourraient enfin appliquer la norme avec discernement, et le droit administratif aurait pour fonction de favoriser l'exercice par les citoyens de leurs responsabilités et non de les tenir dans un état d'assisté, d'incapable juridique. L'organisation administrative qui en découlerait partirait des besoins des usagers et non du droit des administrations, lequel retrouverait sa véritable fonction, c'est-à-dire organiser la vie administrative de la France, placer l'administration en cohérence et en unité au service des administrés.
Vous savez, la monopolisation du droit par l'État doit trouver ses limites. La folie normative qui s'est emparée du pays justifie de reconnaître aujourd'hui que le droit administratif, notre droit administratif, est devenu dangereux. Que son abondance, son instabilité, son insécurité entraînent un déséquilibre au profit de l'État, mais en défaveur des citoyens, qu'ils soient entreprises ou ménages. Et la prééminence de l'intérêt général que ce droit administratif était réputé garantir s'est métamorphosé en intérêt des administrations. Ou présumé intérêt des administrations parce qu'on ne sait pas qui c'est au final. Donc c'est un nouveau droit qu'il nous faut faire naître afin de ne pas nous faire emporter par le modèle juridique anglo-saxon dont certains pourraient rêver finalement. Au final, puisqu'on n'arrive pas à trouver de solution avec notre propre système. Donc le vrai droit doit être retrouvé, celui qui reconnaît la primauté de la loi, celui qui respecte la jurisprudence, celui qui s'inspire de la doctrine, celui qui écoute la coutume. Le pouvoir réglementaire doit réapprendre son rôle, il doit l'exercer conformément à la Constitution. Au final, les administrations doivent retrouver le fondement de leur existence, c'est-à-dire celui de servir, et non celui de dominer, celui d'ordonner, et non pas de régimenter, celui de traduire en droit les faits dont François parlait tout à l'heure, et non pas de les nier ou de les paralyser, au fond, de transformer la peur des Français en espoir. Merci à vous. Alors tout le monde mesure dans sa propre vie ce que sont les blocages innombrables, l'épuisement auquel on est soumis quand on est, je sais pas, artisan, commerçant, petit chef d'entreprise, et chacun le voit dans son secteur d'activité. Moi, je veux vous parler simplement d'un secteur que je connais une seconde, que je connais bien, et vous en parlez une seconde, c'est la loi qui est en train d'être votée et qui s'appelle pompeusement, et tout à fait à tort, on le verra, loi de refondation de l'école. J'ai essayé de la lire, j'y suis arrivé par un effort de volonté énorme. Alors, c'est une loi qui est faite d'une série de corrections à une loi précédente qui était la loi Jospin. Je rappelle que j'ai refusé, moi, de faire une loi de cet ordre, parce que une loi qui n'est qu'une loi que j'appelle votive, vous savez, il y a des fêtes votives, hein, c'est des fêtes pour faire des vœux. C'est une loi votive, il n'y a que des vœux pieux. Elle fait cette loi 47 pages de correction à la loi précédente et 48 pages d'annexes. Il n'y a dans cette loi de substantiel que la suppression des choses solides qu'il y avait dans la loi précédente. Par exemple, on avait créé le droit pour un enfant qui se sentait mal à l'école, à 14 ans, de pouvoir commencer à apprendre un métier. On le supprime. On avait organisé la scolarité, les enseignants qui sont là savent ce que je veux dire, en cycle. Au sein de l'école primaire, 3 cycles. On le supprime. On avait indiqué comme ça un certain nombre de choses solides et utiles, on les supprime. C'est une loi, je vous le dis, qui ne sera lue par personne. Le Parlement y travaille depuis une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, et puis maintenant vient la deuxième lecture à l'Assemblée, il y aura la deuxième lecture au Sénat. Personne, cette loi-là, vous l'avez entre les mains, c'est ça? Oui, je partage votre sentiment. Merci. Personne ne la lira. Quand vous pensez qu'on a besoin de faire une loi pour l'organisation de la semaine, c'est une chose assez drôle. Il y avait une controverse entre des communes de ma région
D'un côté, les enseignants protestent parce qu'on va remettre une demi-journée. Ça se discute dans tous les sens, je ne vais pas reprendre le sujet. Et alors, il y a eu une controverse entre deux maires. Et alors, on s'est aperçu, tu parlais des faits, on s'est aperçu que, il y a 4 ans qu'on a changé l'organisation de la semaine. En réalité, dans la commune où je suis modestement élu, la commune de Pau, on avait organisé la semaine de 4 jours depuis 25 ans. La loi précédente, on s'en foutait, on avait fait la semaine de 4 jours. Et dans la commune voisine de Bayonne, je crois que c'est à Bayonne, mais c'est à vérifier, on a découvert que, malgré le vote de la semaine de 4 jours, on avait maintenu la semaine de 4 jours et demi. Personne ne s'en est aperçu. Les faits étaient infiniment plus forts que la loi, que la norme. Et c'est d'une absurdité colossale. On a passé 4 jours à l'Assemblée nationale à discuter de savoir si on avait le droit d'organiser des cours en anglais. Je vous prie de m'excuser, mais je suis obligé de rappeler que des cours en langue étrangère, il y en a dans tous les lycées internationaux français, dans toutes les sections européennes de tous les lycées classiques, et que même des cours en langue régionale, il y en a dans toutes les écoles par immersion, et que donc c'est un pur et simple déséquilibre des esprits. Qu'on en vienne à discuter de lois pendant des jours et des jours, à faire une polémique devant l'opinion pour quelque chose qui existe partout et qui devrait être du ressort même pas du règlement, même pas de l'arrêté, mais de la compétence, de la responsabilité du chef d'établissement, surtout quand il s'agit d'un président d'université, puisqu'un proviseur de lycée et un principal de collège et même un directeur d'école primaire organisent tous les jours dans leur établissement des cours dans la langue étrangère qu'ils souhaitent. Nous sommes un pays qui est tombé sur la tête. J'ai fini. Ça, c'est un simple exemple dans l'éducation, mais alors ça se vérifie quand on veut. J'ai montré à la télévision l'autre jour, parce que ça coûte des dizaines de milliers d'emplois à mon avis. J'ai montré le droit du travail suisse. Loi sur le travail suisse, moins de 4% de chômage en Suisse. 300 000 Français qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler en Suisse. Au passage, des salaires plus élevés que nous en avons en France. Voilà la loi sur le travail suisse. Voilà le code du travail français. 2 kilos, 3000 pages. J'exagère, 3000 pages. J'exagère de beaucoup, 2795. Bon, je triche un tout petit peu, hein. Je dois l'honnêteté de dire qu'ici il y a la jurisprudence et là pas. Mais enfin, vous voyez une chose très simple, c'est que si vous êtes l'épouse de l'artisan qui a 5 salariés, ça vous pouvez le comprendre, le lire, l'étudier, même si c'est un peu ardu, ça vous pouvez pas. Et ceci organise la protection de au moins 3 entités. C'est la protection du monopole des avocats, c'est la protection de la prééminence des grandes entreprises, parce que eux ont des RH multiples et variés, des spécialistes pour aller chercher là-dedans l'habileté qui leur permettra de passer au travers des gouttes, et un tout petit peu, je dis ça à voix basse, des syndicats. Parce que c'est un argument de vente de la syndicalisation, puisque eux, ils peuvent connaître avec des permanents tout ça. Eh bien, ceci
à mon avis, coûte des dizaines de milliers d'emplois à la France. C'était pour illustrer que cette espèce de prolifération dans laquelle nous vivons, de règlements, de contrôles, de lois, de textes administratifs de toute nature, est en fait une paralysie de la vie du pays. Et que donc l'exigence de simplification qui devrait entraîner l'exigence de lisibilité et d'efficacité, selon moi, c'est une ardente obligation, comme disait le général de Gaulle pour le plan. C'est une ardente obligation. Je ne sais pas qui aura le courage de le faire. Parce que dès l'instant que vous vous apprêtez à toucher à tout ça, alors, vous avez beau avoir le sourire enjôleur de Alain Lambert, à ce moment-là se déclenchent de partout des protestations et des groupes de pression. C'était deux illustrations concrètes de la folie contre laquelle il essaie de prémunir notre pays. Vous avez la parole, une seule règle, alternance masculin-féminin. On n'a pas fini non plus de discuter de genre dans la loi sur l'école. Alors, je vais faire une toute petite intervention qui concerne non pas nécessairement les lois et les nouvelles lois qui sont faites. Ce qu'il y a, c'est que vous avez tous remarqué que le gouvernement a pris un certain nombre de lois qui consistent à dire « je vais taxer tout ce qui bouge ». Du coup, il n'y a plus rien qui bouge et il y a une paralysie du pays qui est quand même assez patente. Et moi, je suis ingénieur, j'ai une petite société et dans les réflexions que j'ai faites, j'ai pensé à un dispositif qui permettrait de ne plus taxer tout ce qui bouge, mais d'encourager tout ce qui bouge. Et d'encourager tout ce qui bouge et qui crée de l'emploi. Et la seule chose que je vous demande, bon, je ne vais pas vous exposer le dispositif, puisque de toute façon, c'est un dispositif qui est très simple, mais même s'il est en 8 points et qui tient en une page, je vous demanderai simplement, M. Bayrou, d'avoir la gentillesse de le lire, et je suis sûr que vous le comprendrez très bien, et d'essayer de voir ce que vous pouvez, en tant que président de parti, en tirer. Voilà, je suis ingénieur, je ne suis pas un juriste. Si vous avez trouvé ça, je vous promets une petite, mais bien réelle statue. Donc, je vous promets de vous lire, Alain Lambert le lira aussi. Donc, mon adresse, c'est bayrou@bayrou.fr. Vous venez me voir. Je vais vous laisser, je vais vous laisser le document. Je laisserai à M. Lambert aussi, parce que j'ai constaté que c'était une personne qui avait une certaine ouverture d'esprit, qui est à même de pouvoir voir ce que d'autres gens qui ne sont pas juristes peuvent essayer de créer. Merci beaucoup. Féminin. Merci. Parlant du droit communautaire, et puisque vous dites à juste raison que le droit français et le droit romain est assez rigide, est-ce qu'on n'est pas menacé par le common law, qui lui est beaucoup plus souple et qui s'introduit de façon assez insidieuse dans la réglementation communautaire, parce que les lois les directives étant faites au consensus, c'est peut-être plus simple et plus souple de s'approcher du common law. Sur cet aspect, vous avez raison de dire que le droit de common law est un droit de jurisprudence. Pour les continentaux, on considère que c'est un droit moins prévisible puisqu'il repose sur la décision du juge lorsqu'un conflit naît. Mais cette affirmation ne tient que si le droit que nous écrivons est prévisible. Et dès lors que ce droit que nous écrivons ne serait plus prévisible, ne serait plus sécure, n'aurait plus l'intelligibilité dont nous parlons tout à l'heure, il n'aurait plus l'effectivité que nous lui reconnaissons par rapport au droit de common law. Et vous avez raison, c'était d'ailleurs dans une partie de mon propos, je pense que le temps est venu où la bascule vers le droit de common law est possible si le droit continental, et le droit français puisque nous sommes en France, vient à être aussi insécure que ce qu'il est, aussi brouillon que ce qu'il est.
Vous avez raison, cette menace est grande. Alors, au niveau de l'Union européenne, il y a des parlementaires européens dans cette salle. Je serai donc très au-dessus de ma condition de répondre. Je pense que la partie n'est pas perdue, parce que pour que l'Union européenne fonctionne, il faut que les systèmes juridiques puissent fonctionner dans leur tradition, mais il demeure que l'influence du système anglo-saxon est de plus en plus grande, à raison aussi de la capacité qu'ont les anglo-saxons à communiquer. Masculin. Bonjour, Michel Mancal, adjoint au maire de Versailles et président d'un office HLM. Donc je ne vous donnerai pas la liste des normes absurdes entre lesquelles je me cogne tous les jours. Il y a de quoi faire rire beaucoup. Juste un exemple, 3 prises téléphone fixe dans des chambres étudiantes de 17 mètres carrés. Enfin, vous imaginez, voilà. Je voudrais juste rajouter un point d'inquiétude, c'est-à-dire que vous disiez que souvent quand on parlait de simplifier les normes, il y avait beaucoup de résistance. Je pense qu'une partie des résistances sont de ceux qui ont peur qu'on supprime les normes, mais aussi de ceux qui ont peur qu'en simplifiant, on en rajoute d'autres. Et je reprendrai l'exemple de François Bayrou sur le Code du travail. La CFTC a un très bon abécédaire juridique, et quand le gouvernement précédent a simplifié le Code du travail, l'abécédaire juridique a été multiplié par 2 en épaisseur pour faire le même travail. C'était une contribution féminin. Oui, bonjour. D'abord, merci pour votre exposé. Je voulais juste rebondir sur la question qui a été faite par rapport au common law. Et je voulais simplement vous demander ce que vous pensiez du fait que si on tendait vers quelque chose qui ressemblait plus à du common law, alors ça transférait une sorte de pouvoir que vous avez très bien décrit, qui est aujourd'hui plutôt dans la main du législateur et qui tendrait à passer du côté finalement du juriste et de l'avocat, puisque tout ce qui ne serait pas écrit au préalable, finalement, ce serait débattu après. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas le danger, finalement, que tout ce qui ne va pas être prévu à l'avance va être encore plus sujet à être conflictuel par ailleurs? Un mot sur la question masculine. Je pense qu'il est possible de simplifier sans ajouter. C'est une question de technique que les juristes connaissent bien, mais il faut de la volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui tient la plume la maîtrise. S'il la confie déjà à un tiers sans regarder ce que ce tiers écrit, c'est foutu. Donc je pense qu'on peut simplifier sans augmenter. En revanche, il faut ne pas avoir peur, parce que si vous vous contentez de la norme actuelle, on est quand même perdu. Ce que vous disiez tout à l'heure est significatif. 3 prises de courant dans un appartement qui était prise de téléphone fixe. Attendez, sur les prises, j'ai une autre histoire très rapide à vous raconter. Les 2 constructeurs principaux d'automobiles en France n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur les prises pour recharger les batteries de voitures électriques. Maintenant quoi, c'est la norme allemande qui va s'imposer. Et là, du coup, on aurait pu faire de la norme intelligente, on aurait pu s'en occuper, le redressement productif aurait pu faire quelque chose d'intelligent au lieu de faire du nationalisme débridé. Donc on voit bien que quand on a une norme intelligente à produire, eh bien, finalement on est tellement occupé par les normes stupides qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Chère jeune voix féminine, la question que vous posez est passionnante pour un juriste, elle est compliquée en revanche à traiter pour que tout le monde suive notre raisonnement. S'il y a 2 systèmes juridiques, c'est parce qu'il y a 2 conceptions de la vie différentes. Le système juridique anglo-saxon est un système juridique basé un peu sur le rapport de force, et je ne porte pas de jugement de valeur. Je ne porte pas de jugement de valeur parce que quand on a autant massacré ce qui faisait la singularité et à mon avis la force du droit continental, on est mal placé pour critiquer le droit voisin qui était au départ peut-être moins conforme à notre propre conception de la vie, mais qui va finir par être plus effectif que celui que nous avons, nous, massacré. Donc je reviens à la comparaison que j'essaie de faire. Le droit anglo-saxon est plus fondé sur une sorte de rapport de force plutôt que sur une règle qui était dictée par le législateur.
Alors, ça comporte des avantages, c'est que partout où les gens s'entendent bien, ça va plus vite et c'est infiniment plus efficace. En revanche, malheur à ceux pour lesquels ça se passe mal, parce qu'ils se retrouvent devant des juridictions avec des batteries d'avocats de part et d'autre, et je ne suis pas sûr que leurs intérêts soient bien pris en compte. En revanche, notre système continental avait ce mérite d'avoir, comme je l'ai dit, une sorte de recueil. Au départ, c'était un recueil de règles de vie en société qui avait été écrit dans une langue très claire, très dense, d'ailleurs très constante. On peut prendre des exemples. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, mère, l'article du Code civil qui dit « Chaque époux contribuera aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives ». Eh bien, si les juristes aujourd'hui écrivaient ce même article, on dirait « Chaque époux contribue aux charges de mariage en fonction de la moyenne des revenus des 5 dernières années, pondérés par... » C'est très probable. Or, le premier texte a très très bien marché. Et en effet, ça a traversé la société. Il a été écrit en 1804, figurez-vous, et que la société est très différente de celle de 2013. Eh bien, lorsqu'il y a un conflit entre des époux sur la contribution aux charges du mariage, eh bien, on trouve des solutions parce que la règle qui a été posée a été écrite en termes généraux. Je résume ma réponse. Je pense que le temps est venu de mettre notre droit au niveau qui était le sien et à l'ambition qu'il portait, c'est-à-dire d'être de nature à favoriser une vie harmonieuse sur son territoire. S'il l'oublie, eh bien, il passera, le droit anglo-saxon finira par s'imposer. Simplement une observation au passage. Je crains que cette différence de capacité entre les légistes de 1804 et ceux qui écrivent, griffonnent la loi aujourd'hui, viennent aussi de ceux que la maîtrise de la langue s'est effondrée. Je pense que c'est profondément relié à des problèmes d'éducation, que c'est profondément relié au fait que les légistes de 1804 étaient des gens qui avaient travaillé le latin, qu'ils écrivaient couramment, que donc ils savaient ce qu'était l'histoire des mots, le sens profond que cette histoire transmet. Je pense qu'ils ne savent plus écrire, y compris quelquefois dans les plus hautes magistratures. C'est un problème désespérant, mais ça joue un très grand rôle. Et l'intelligibilité de la loi, elle dépend aussi de la capacité de ceux qui sont chargés de l'écrire. Donc on a là une question très importante. Et au Parlement, dans ces deux chambres, c'est vrai aussi. Mais je ferme cette parenthèse. Bonsoir, François Pelletier de Triel-sur-Seine. En fait, je vais poser cette question-là. Vous évoquiez la loi, là, effectivement, sur l'éducation nationale. Il y a 577 députés. Il n'y en a aucun qui crie au scandale ou dans le processus d'élaboration de cette loi, il n'y a pas une intervention préalable pour arrêter, je dirais, le désastre. Tu parles de ton expérience, je parle de la mienne. Bon, la réponse est non. Il n'y a personne pour. Alors, ça tient à beaucoup de choses. Ça tient au fait qu'il n'y a plus d'indépendance du législatif par rapport à l'exécutif, et que donc toute la majorité est là pour dire amen, et que c'est formidable, et qu'un texte comme ça n'a jamais été écrit. C'est le texte le plus... nunuche qu'on puisse expliquer, qu'on vous dit qu'on fera des parcours de formation artistique dans tous les degrés de l'éducation. Tu parles. Qu'est-ce que la loi va changer? Rien. C'est verbeux, c'est mal écrit, c'est vague,
Non, il n'y a personne pour dire ça ne va pas dans la majorité. Et dans l'opposition, on est toujours contre tout. Souvent, alors par rapport à ce texte à juste titre, je le dis d'autant plus que j'avais l'espoir que Peillon serait un bon ministre de l'Éducation, parce que je croyais qu'il connaissait les choses et puis qu'il avait... hélas, il n'a pas résisté à essayer de se faire bien voir de groupes de pression à l'intérieur de l'éducation. C'est un texte pour moi qui... et essayer de ne pas ajouter de texte, de faire attention à ne pas faire des réformes qui n'en étaient pas. C'est un texte désespérant. Mais il n'y a personne pour le dire dans la vie parlementaire, parce qu'il n'y a plus de parole à la tribune qui puisse s'imposer et se faire entendre. On discute de ce qu'on vous propose, on ajoute des amendements, les uns de suppression, les autres d'addition. Ça a été examiné par les commissions. Combien de parlementaires, à la vérité, ont regardé le texte? À la vérité. À l'Assemblée, en tout cas, assez peu. Bon. Voilà, en tout cas, mon expérience. Tout ceci, c'est l'affaiblissement du Parlement et de la liberté de parole du parlementaire qui peut dire à l'exécutif « Vous êtes en train de nous mener par le bout du nez, on ne va pas se laisser mener par le bout du nez. » Non, c'est un peu désespérant. Mais toi, ton expérience, Jean-Pierre. Juste un mot. Il y avait dans la loi là, en discussion, et qui va être adoptée dans l'indifférence générale d'opinion. Même chose pour la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, par parenthèse. Bien. C'est quand même stupéfiant, enfin, alors que la priorité était la jeunesse, etc. Bon, très bien. Non, il y avait une nouveauté historique qui était de dire, ou de tenter de dire au point de départ, que ce serait une loi d'orientation, comme bien d'autres, et de programmation. La programmation est passée à la trappe au fil de la discussion. Or ça, c'était assez neuf. Dès lors que ça... Si, non mais ça remettait dans le débat public, et d'abord sous ses formes parlementaires, la question de la programmation. Ça veut dire la question des contenus, tout simplement. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants et aux jeunes dans ce pays? Vous savez que la programmation est remise au calendrier grec d'une commission d'un Conseil national des programmes rénové comme toujours, etc. Bon, il y a là un dysfonctionnement. Alors du coup, dès lors que ça laisse toute latitude désormais, puisqu'il ne s'agit plus que de l'orientation, je dirais systémique en l'état du mammouth, ça laisse toute élasticité, tout vagabondage possible, et au point de rencontre, l'impossibilité à distinguer la programmation de l'orientation. Hein, et du coup, impossibilité absolue du système à l'évaluation. La norme est envahissante. Hein, elle n'est pas appliquée à des contenus et du coup l'évaluation de ce qui se passe permet toutes les gymnastiques, François Bayrou l'a dit, suppression des cycles, etc., suppression des progressions et au bout du compte des évaluations. Bon, et ça veut dire examen en l'état, n'est-ce pas, telles qui sont avec les monstruosités que vous savez. Voilà. Un mot sur l'influence du Parlement, sur mon vécu. Ce qui me frappe, c'est, et ça fait écho à la campagne de François et à l'idée qu'il porte, il y a dans le fonctionnement de nos institutions un fait qui n'est pas écrit, mais qui est très puissant, qui est le fait majoritaire. Ce qui fait que ça rend le parlementaire, ça le met dans une situation intenable. C'est-à-dire que le texte, qui est généralement d'origine gouvernementale, soit il est adopté par les parlementaires de la majorité. S'ils ne votent pas tel que cela leur est demandé, ce sont déjà des traîtres. Le fait même qu'ils puissent connaître la matière et ne pas partager l'avis du gouvernement est le début de la trahison. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la campagne de François et qui m'a vraiment convaincu, après avoir vécu tant d'années dans cette situation, c'était qu'il n'est pas vrai que nous pouvons durablement vivre dans un monde où tout est ou blanc ou tout est tout noir. Il faut permettre à chaque personne qui est représentante d'un territoire de pouvoir donner son avis et il faut veiller à ce que subsistent des majorités pour gouverner néanmoins.
Je termine sur ce qu'a dit François tout à l'heure et sur une des questions, sans être désagréable. Mais je n'avais pas osé dans un premier temps, donc je vais le faire maintenant. S'agissant du recrutement pour la haute fonction publique, la haute fonction publique composée aujourd'hui à partir de concours où le bachotage propre à la matière administrative est de plus en plus développé et il est capital pour pouvoir réussir le concours. Mais de sorte que ceux qui réussissent le concours peuvent être cultivés, mais ce n'est pas complètement indispensable. C'est pas requis, voilà. Parce que c'est pas ce qu'on va leur demander pour pouvoir réussir au concours. Donc, méfions-nous. Méfions-nous parce que les têtes sont très très bien faites, la question n'est pas là. En tout cas bien pleines. Sont-elles bien faites, c'est une autre affaire. En tout cas pas toujours. Et celui qui vous le dit avec beaucoup d'humilité, parce que moi je ne suis pas cultivé. Et je disais dans la voiture, il n'y a aucune flagornerie. Les gens cultivés dans la politique sont rares. Je parlais de la période, même si je disais aux jeunes stagiaires qui m'accompagnaient que c'était un filou, Edgar Faure par exemple, était d'une culture absolument immense. Et je pense que dans la génération aujourd'hui, ça manque un peu. Féminin. Il nous reste 8 minutes. Moi, je souhaitais revenir un instant à ce que vous avez exposé d'une manière brillante et qui m'a totalement séduite par la clarté du propos et par la clarté des contenus, donc sur la forme et sur le fond. Et c'est, je pense, ce qui fait l'intérêt de la loi, qu'il y ait justement une correspondance entre la forme et le fond. Et ce qui fait l'efficacité de la loi, c'est qu'il y ait une correspondance entre cette forme qu'est la loi et le fonctionnement de fond de la société dont il est issu et à laquelle il va s'appliquer. Il me semble que dans cette enceinte centriste, je trouve qu'il est un peu dommage de se poser la question entre garder une tradition, une structure du droit et des institutions à la française et de continuer à l'opposer à une culture, une tradition, une pratique anglo-saxonne, parce que dans l'esprit de la loi, tel que vous l'avez vous-même défini, le common law, la jurisprudence, ça existe. Donc les deux ne sont pas exclusives l'une de l'autre en tant qu'approche. Qu'elle soit de fait dans l'histoire, qu'elle ait été dans l'histoire de tel ou tel autre petit pays, n'en fait pas des conceptions exclusives l'une de l'autre. Pour toujours, à jamais. Et une chose qui me paraît fondamentale, parce que ça n'a pas été évoqué du tout, c'est qu'on est déjà un plein dans une juridiciation, je ne sais plus le terme exact, donc des comportements procéduriers, on va dire, mais aussi de ce qu'on a appelé de nos voeux en France longtemps, à savoir des mouvements associatifs de revendication, mais qui vont en procédure, on y est déjà de fait. Et qu'ensuite, les procès, ils se gagnent aussi dans un rapport de force, même si on n'a pas un cadre légal qui est celui de la common law. Que le développement d'Internet, quand vous allez regarder sur Internet, parce que vous vous posez une question quelconque de comment dois-je faire pour être dans les règles de droit, ou alors est-ce justifié que je sois attaqué qu'on me reproche de ne pas l'être, allons donc voir, puisqu'effectivement personne ne peut ingurgiter et retenir par cœur des volumes tels que vous les avez montrés, parce que ça ne concerne pas que le droit du travail, ça concerne aussi tout le reste, mais vous tombez sur une myriade de blogs avec une partie de réponses ou de suggestions qui sont plus ou moins correctes par rapport au texte, une partie qui ne le sont pas et qui vont encore ajouter à la conflictualité. Mais voilà, là je m'arrête là, mais moi il me semble que c'est un point fondamental et qu'ici, dans une enceinte, je me répète, centre, où on n'arrête pas de se dire qu'il faut arrêter justement de poser toujours les choses en termes d'opposition, c'est gauche ou droite. Et bien pour moi, c'est pas le droit français et la common law, c'est le droit réduit à son essentiel, hiérarchisé, comme vous l'avez très bien dit, et la jurisprudence qui vient trancher dans la multitude de cas qu'aucune loi ne pourra jamais prévoir. Et compte tenu de la qualité de votre question, j'y réponds immédiatement sans attendre la question masculine.
Non, mais d'où c'est alternativement masculin et féminin. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de ticket. Hein. Ah oui, il n'y a pas de ticket. Je croyais avoir pris la précaution de ne pas opposer les deux, notamment sur la question de mademoiselle ou de cette très belle jeune femme qui est là-haut, elle est très jeune. Une, ça ne te suffit pas. Parce que... Non, à mon âge, on se vante, quand on est plus jeune, on se cache. Je n'oppose pas. Je vais même vous dire que mon intuition est que nos raisonnements, même continentaux, sont un peu limites parce que nous vivons dans un monde qui se globalise, parce que la technologie nous y conduit, qu'elle efface toutes les distances et que le monde virtuel n'est pas le monde réel. Il ne s'agit pas de vouloir tout transposer, mais il demeure qu'il va falloir nous habituer à une hybridation de nos vies et donc une hybridation du droit qui accompagne nos vies. Oui, qui ne dirige pas nos vies, mais qui accompagne nos vies. Donc je n'oppose pas les deux, et j'ai dans le notariat, qui a, à mon avis, à tort, lutté bien trop contre le droit de common law, mais il avait en face des gens qui avaient des bataillons entiers qu'il combattait aussi. J'ai souvent dit que moi je voyais à terme une bonne hybridation afin de tirer le meilleur parti de chacun des systèmes. Mais mon idée, c'est que plus vous globalisez, plus il faut donner de liberté. Et donner, cela étant, une régulation très, très, très forte au niveau de la globalisation et en revanche une grande subsidiarité. Moi, je pense que si les continentaux veulent garder leur système juridique, il n'y a pas de raison de leur en imposer un autre. Si les anglo-saxons veulent garder leur système juridique, il n'y a pas de raison de leur en imposer un autre. En revanche, ce qui fait la spécificité de notre ouverture sur le monde, sur l'Europe, etc., c'est d'être capable de jeter des passerelles entre ces systèmes afin qu'ils se reconnaissent mutuellement, comme on dit en droit. Et je pense que plutôt que de vouloir unifier, il vaut mieux faire des reconnaissances mutuelles. Il vaut mieux faire des hybridations, mais je pense que si on ne veut pas perdre l'attention de nos amis, il vaudrait mieux que nous continuions ensemble tous les deux. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Mais moi, je veux simplement dire une chose qui est illustrée par l'actualité que nous avons. Il n'y a pas seulement un problème de normes, il y a aussi un problème de juge. Je parle du juge administratif en l'occurrence. Moi, j'ai 3 expériences intéressantes et qui sont en train d'être soulignées dans leur caractère exemplaire, ou en tout cas fascinant, par le surgissement de l'affaire Tapie. Je suis allé en justice devant le tribunal administratif, à titre personnel, sur 2 sujets. Le premier était, est-ce que on a le droit de demander un arbitrage sur cette affaire? Il y a une règle du droit public en France qui est absolue, c'est que l'État n'a pas droit à l'arbitrage. L'État et ses démembrements, ses représentations, n'ont pas droit à l'arbitrage. On comprend pourquoi, c'est de l'argent public, il faut que ça soit un juge. Ce n'est pas des personnes privées qui peuvent décider, en s'entendant, qu'on va disposer de l'argent public. C'est une règle de droit absolue. On m'a dit, ah non, mais monsieur, le CDR, le truc du Crédit Lyonnais, là, c'est une personne privée. C'est une société privée. C'est une personne morale de droit privé. C'est une société. Je dis, mais attendez, c'est le contribuable qui paie jusqu'au dernier centime d'euro. On m'a dit, ça fait rien, la structure juridique. Aujourd'hui, qui annonce qu'il va se porter partie civile? C'est l'État. Et même, pour que le CDR, cette structure-là, se porte partie civile, il faut que l'État lui enjoigne de se porter partie civile. Première démonstration.
Je suis allé en justice pour contester le fait que Madame Lagarde, le ministère de l'économie, ne fasse pas de recours contre la sentence jugée, alors qu'on savait qu'il y avait des problèmes sur les arbitres, des problèmes sur le jugement qui avait été apporté, et on a été débouté. Je suis absolument persuadé que les juges que j'avais en face de moi savaient en leur fort intérieur que j'avais évidemment raison. Mais le juge administratif, dans la structure d'État qui est la nôtre, c'est un juge qui se sent moins libre. Je suis allé en justice devant le Conseil d'État sur la privatisation des autoroutes, en disant on a le droit de décider de privatiser les autoroutes, mais il y a en tout cas une loi, c'est que la privatisation en France, elle doit se faire par la loi et pas par un décret. Et le Conseil d'État, après avoir délibéré 3 heures quand même, a fini par conclure que c'était ça, mais pas tout à fait, et que donc c'était pas une privatisation comme les autres, et que donc ça se faisait pas par la loi. Alors je comprends le raisonnement juridique, mais vous voyez que avec des principes absolument clairs et compréhensibles, normalement un juge qui se sentent, et j'ai du respect pour eux, parce que c'est de très grands juristes, un juge qui se sentirait pleinement indépendant, il aurait dit, mais là, il y a une atteinte à ce que nous avons écrit dans notre loi. Et donc, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, c'est aussi important que la lettre de la loi. Parce qu'il peut y avoir 2 exemples que je viens de citer. La lettre de la loi connue de tout le monde et que cependant le jugement aille dans le sens des puissants ou en tout cas de l'État tout puissant. C'est des bons sujets de réflexion à mon avis. Et pardon d'avoir cité cet exemple. On va prendre la dernière question. Ah, il y en a plein. Choisis, Agnès. Ça, c'est pas moi. Merci. Monsieur Le Guillauzic de Paris. Monsieur Lambert, j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit lors de votre exposé, sauf à un point. Celui, en fait, du nombre des gens mécontents. Vous disiez effectivement que l'inflation des normes conduisait à un nombre de plus en plus grand de mécontents en France. Alors ça, j'adhère pas du tout, parce que je crois au contraire que l'inflation des normes et la complexité en général sont de nature à, je dirais, faire travailler de plus en plus de gens sur le secteur non marchand. Et d'ailleurs, c'est vérifié par les faits, puisque je crois qu'on a dépassé, le nombre d'emplois non marchands a dépassé le nombre d'emplois marchands ces derniers mois. Et que tous ces gens-là, finalement, n'ont aucun intérêt, mais vraiment aucun, à ce qu'on supprime la complexité, à ce qu'on supprime les normes, parce que finalement, on supprimerait leur emploi au bout du compte. Oui, alors, bon. Et ça va dans le sens de ce qui se passe dans le financement des emplois, ce qu'on appelle les emplois d'avenir. J'ai été voir sur le site du gouvernement il y a quelques jours pour voir à quoi ça correspondait. On en parle beaucoup et on finalement cite assez peu le creux de l'affaire, le fond de l'affaire. Les emplois d'avenir, l'avenir, ce sont des emplois administratifs d'État. Ça finance pour une toute petite partie l'innovation des entreprises privées, mais sous condition. Mais le gros de l'affaire, ce sont des emplois collectivités locales, État, associations, voilà. Donc l'avenir semble être là. En tout cas, la voie qui est donnée aujourd'hui semble être là, d'emplois de plus en plus associés à un fonctionnement étatique ou de collectivité locale. Et je ne crois pas du tout, finalement, que tous ces gens qui sont de plus en plus nombreux acceptent qu'on supprime, finalement, le bien fondé de leur emploi. Alors, ma question, c'est, vous avez émis un vœu à la fin de votre exposé qui était de voir ce mouvement s'inverser, vœu que je partage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les projets concrets du MODEM, par exemple? Est-ce qu'il y a en filigrane des choses très précises qui vont dans le sens de ce vœu? Sur le MODEM, je ne peux pas répondre. Tu François, réponds sur les principes. François d'abord clôturera. Sur
Sur ce que vous dites, s'agissant de savoir si les Français sont contents ou pas, je ne suis pas spécialiste des études d'opinion. Vous avez un voisin qui l'est, je le laisse vous répondre. Vous avez raison en revanche de dire qu'un Français sur 4, c'est le chiffre que j'ai retenu, est concerné par la complexité. Bien. Que 3 Français sur 4, cependant, ne s'en réjouissent pas. Bon. Alors, vous avez vous donnez le sentiment de ne pas être inquiet pour eux. Eh bien, moi, je suis inquiet, je vais vous dire, parce que je ne suis pas sûr que les salaires de la fonction publique sont garantis. Et ce dont je suis sûr, c'est que les pensions ne le sont pas. Et que si les Français sont dans l'idée que la pension à laquelle quand ils sont des pensionnaires de la fonction publique, à laquelle ils croient, leur sera servie jusqu'à la fin de leur jour, je leur dis, s'ils nous écoutent par Internet, surtout prenez des précautions parce que c'est pas vrai. En tout cas, dans la trajectoire actuelle, c'est de moins en moins vrai. Donc je vous en supplie, n'y croyez pas. Ne croyez pas que les salaires seront versés jusqu'à la fin. Ne croyez pas que les pensions seront versées jusqu'à la fin. La complexité tue. Elle tue, et il faut le dire aux Français, elle tue leur emploi. Moi, je ne peux pas penser que nous puissions parier sur la sottise d'un peuple. Il faut parier sur son intelligence. Et après tout, le miracle de la politique, c'est de rendre chacun intelligent. C'est pour ça que je suis avec vous au Modem ce soir, et je pense que dire à chacun des Français, n'acceptez pas la condition d'assister. Parce que si vous restez dans la condition d'assister, ce sont d'autres qui feront votre destin, et de la manière dont ils s'y prennent, celui-ci est menacé. Et donc reprenez un petit peu la main, et quand je dis un petit peu, progressivement, et vous avez des formations politiques qui sont là pour vous écouter, pour vous entendre. Bravo Jean-Pierre de faire vivre un lieu comme celui-là, sur des sujets aussi ingrats que ceux que nous avons traités ce soir. Moi je suis profondément optimiste, je vais vous dire pourquoi. C'est que les jeunes n'y croient plus du tout à cette légende. Il n'y a que les vieux comme moi qui y croient. Enfin, moi, je vais vous dire, j'ai 4 enfants, ils sont tous partis. J'ai 9 petits-enfants qui sont partout dans le monde. Et il n'y en a aucun qui veut revenir. Donc, ce que je constate, c'est que, croyez-moi, la jeune génération va se réveiller et elle va nous mettre en maison de retraite, et elle aura raison. Merci à Alain Lambert de l'acuité de son analyse et de l'amitié qu'il nous a fait à venir exposer son jugement. Je vous rappelle le samedi 22 juin pour notre forum pour le renouveau européen. Et nous nous retrouvons le 18 juin, comme Jean-Pierre Rioux vous l'a indiqué, autour de la jeune philosophe, de la jeune femme philosophe qui va nous parler en effet d'éthique et de bioéthique. Merci à tous et merci à Alain Lambert.